Devenir un témoin de la justice et coopérer avec le gouvernement qui fut mon ennemi toute ma vie fut la plus difficile décision que j'ai jamais dû prendre. Pour devenir ce qu'on appelle un rat, un mouchard, une balance. Un collaborateur de justice a toujours peur de la vengeance de la mafia. Car la mafia ne t'oublie pas, elle ne te laisse jamais en paix. En décidant de collaborer avec la justice, on ouvre un compte avec la mafia. Et chaque jour, on en repousse l'échéance. Toute ma vie a été à l'opposé de la vie de quelqu'un de normal. Tout ce que j'ai fait était illégal. Je n'ai jamais rien fait sous mon vrai nom. Pour moi, ça a été très difficile de faire cette transition. Ça a été très difficile de passer de gangster, de mafieux, à une personne normale. Palerme, Hôtel des Palmes. C'est dans ce palace qu'il y a 40 ans s'est tenue la plus importante réunion de l'histoire du crime organisé. Autour du légendaire Lucky Luciano, des parrains de la mafia sicilienne et de sa cousine américaine décident de propulser Cosa Nostra dans le trafic international de la drogue. Cette réunion va aussi enclencher une bombe à retardement en Sicile, celle des repentis. C'est ici, dans cette salle, la salle de la cheminée, que s'est tenue la fameuse réunion de 1957, la réunion de l'Hôtel des Palmes, à laquelle ont participé 5 grandes personnalités de la Cosa Nostra sicilienne, mais aussi de la Cosa Nostra américaine. Lucky Luciano, Joe Bonanno, Gaetano Badalamenti, Carmine Galanti, et surtout lui, Tommaso Buscetta, celui qui allait devenir le grand repenti, l'homme qui a révélé les mystères de la Cosa Nostra sicilienne. Tommaso Buscetta est le seul rescapé de cet épisode. Pour contrôler les milliards de l'héroïne, la mafia, devenue une multinationale du crime, va se déchirer dans une lutte fratricide qui provoque plus de 1000 meurtres en 3 ans. Dans cette guerre, Buscetta et ses alliés sont vaincus. Les 2 fils du parrain sont tués, criblés de balles. Brisé, Tommaso Buscetta va alors provoquer un séisme sans précédent dans l'histoire de la mafia. Il brise le tabou des tabous, la loi du silence, l'omerta. Il va parler à 7 hommes, le juge Falcone. Nous sommes en 1984. 3 ans plus tard, commencent les maxi-procès. Il condamne 420 mafieux à un total de 26 siècles de peine de prison. Buscetta, lui, est libre. Libre mais condamné à mort par la mafia. Or, l'Italie n'a encore aucune expérience pour lui garantir sa survie. Elle l'envoie aux États-Unis. Sa sécurité sera assurée au sein du programme fédéral de protection des témoins. En Amérique, la justice, consciente de ses limites face à la puissance du crime organisé, offre depuis 1972 la possibilité à des criminels de bénéficier d'une amnistie en échange de leurs témoignages. On appelle ces hommes des repentis. C'est un tel marché qu'a passé cet homme. Il s'appelle John Tully, ex-tueur de la mafia, aujourd'hui repenti. Il a pourtant gardé intacte la mémoire de cette époque où il était un exécuteur froid et méthodique. Vous devez comprendre, il ne s'agit pas de petite délinquance. Il s'agit d'un assassinat. Ça doit être organisé comme une opération militaire.
Quand vous voulez tuer quelqu'un, ça doit être planifié, car la principale chose est de ne pas se faire attraper. Donc c'est planifié comme une opération militaire. Quand vous voyez la victime, vous êtes prêt à commettre le meurtre. Vous avez toujours une voiture à 4 portes, toujours. Vous rentrez, vous sortez, et normalement les 2 tueurs sont sur le siège arrière, ou un à l'arrière et un à l'avant. Accroupis, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez voir qu'un homme dans la voiture. J'étais cet homme, j'étais le chauffeur, j'ai 5 meurtres à mon actif. Et je donne les instructions aux 2 tueurs, pistolet à la main, cagoule de ski sur le visage, cachés au fond de la voiture, vous ne pouvez pas les voir. Et là, je leur dis, « Ok, il sort juste de la maison, il a un garde du corps avec lui. Soyez prêts à sortir, soyez prêts maintenant. » Il s'approche de la voiture, ok. 1, 2, 3, allez-y. Il saute de la voiture, bang, bang, bang. Et il l'achève d'une balle dans la tête. Il remonte dans la voiture. On repart. Ici, nous tournons à droite. On respecte la limitation de vitesse. On ne va pas trop vite. Chacun sent son cœur qui bat. L'adrénaline monte. Là, regardez, vous voyez, c'est mauvais. Une impasse. Mauvais. Pas bon. Donc dans le plan que vous avez établi, vous savez qu'il ne faut pas prendre cette rue, c'est un parfait exemple de l'importance du plan. C'est pourquoi ça va prendre 1 semaine pour se familiariser avec l'endroit où vous allez commettre le meurtre. Donc ça n'arrive jamais parce que vous êtes coincé ici. Sa liberté, il l'a obtenue en dénonçant à la justice l'ensemble de sa famille mafieuse, la famille Campisi, qui contrôlait le crime organisé dans l'État du New Jersey. Mais pour John Tully, homme d'honneur ainsi que les mafieux se qualifient entre eux, trahir fut plus difficile que de tuer. Pour prendre cette décision, ça m'a pris 3 mois. J'étais en prison, dans une prison fédérale. Oui, non, je ne pouvais pas le faire. Il y avait quelque chose pour devenir un rat que je ne pouvais pas faire. Mais j'ai dû le faire. Parce que l'autre alternative, c'était la prison jusqu'à la fin de mes jours, sans conditionnel. Vous quittez la prison dans une boîte en bois. Et ces gens ne méritaient pas que je me sacrifie parce qu'ils m'avaient trahi. Laissez-moi dire ça. Vous le garderez ou pas, mais laissez-moi le dire. J'étais un bon soldat. Je suis un ancien marine. Et j'ai mis ma vie en danger pour ces gens. Mais quand j'ai été coincé, que j'avais besoin d'aide pour quitter le pays, ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont trahi, et c'est la vérité. Brooklyn, c'est dans ce quartier de New York qu'ont débarqué au début du siècle les premiers immigrants siciliens. Les Gambino, Bonanno et autres Lucchese ont fait de Brooklyn l'épicentre de la mafia américaine. Le film de Martin Scorsese, Les Affranchis, raconte l'histoire d'un gosse de Brooklyn devenu mafieux. Une histoire vraie. Celle de cet homme, Henry Hill, aujourd'hui repenti. Au FBI, il livra les auteurs du cambriolage d'un arsenal militaire. À la DEA, un réseau de trafic. À la police new-yorkaise, l'identité d'une série de cadavres croupissant dans des coffres de voitures ou congelés dans des camions frigorifiques. Mais il permit surtout d'éclaircir le plus gros casse de l'Amérique. C'était en décembre 1978, à la veille de Noël. 6 millions de dollars en liquide, ce serait le plus beau Noël de tout le monde. Les boss, quand ils ont vu ce tas d'argent, ça leur a tourné la tête. Ils se sont dit, pourquoi donner à ces gars leur part? Ils nous avaient promis $1,5 million chacun. Ils nous ont donné plutôt 25 balles dans la tronche, c'est ça qu'ils nous ont donné.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de collaborer? Je savais que j'allais être assassiné, que ce soit en prison ou en dehors de la prison. Que je balance l'affaire ou pas, j'allais être tué. La police m'a fait entendre plusieurs écoutes téléphoniques entre Jimmy Burke et Paul Vario. Il y avait plusieurs conversations. Dans l'une de ces écoutes, l'un disait à l'autre « Putain, descends-le ». Il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi, c'était mourir ou rentrer dans le programme des repentis. Et bien sûr, j'ai choisi de coopérer avec les autorités. À partir de ce moment, la survie d'Henry Hill ne dépend plus que de super flics, entraînés à affronter toutes les situations. Finish strong, finish strong. Way to go. Ces policiers appartiennent à la plus ancienne agence fédérale des États-Unis, les Marshals. Leur mission la plus sensible, la protection des repentis. Au cours de leur entraînement, ils répètent toutes les situations, jusqu'à la fouille de la planque où est installé le repenti avant de se rendre au tribunal pour témoigner contre ses anciens parrains. Je me sentais complètement en sécurité quand j'étais avec eux. En sécurité, mais nerveux. J'étais toujours nerveux, mais en sécurité. Et parfois, je me disais qu'ils en faisaient même trop, parce qu'il y avait trop de sécurité, trop d'attention autour de moi. Ils vous garantissent qu'ils vont vous garder en vie, et c'est vrai qu'ils vous gardent en vie. Ils vont même jusqu'à se prendre une balle à votre place. C'est un véritable bouclier humain que forment les Marshals autour des repentis. Chacune de leurs actions doit être parfaitement synchronisée. Les procès contre la mafia sont risqués. Au même moment, sont réunis en un même endroit le tribunal, les juges, les inculpés, les repentis. Les Marshals doivent donc protéger tout le monde. Cette protection se poursuit à l'intérieur de la salle d'audience, reconstituée pour l'exercice. Il peut arriver qu'un tueur soit présent dans le public. Ils doivent avoir une approche psychologique. Ils doivent à la fois être un éducateur social, un père, un docteur, le meilleur ami dans beaucoup des cas, pour permettre à ces témoins qu'ils protègent d'évacuer le stress, les préparer pour le tribunal, et quand toute cette partie est finie, pour les aider à s'intégrer dans notre pays. Et dans certains cas, dans d'autres pays, tout dépend du danger qui les menace aux États-Unis. Passé le cap des procès, le programme de protection des témoins garantit aux repentis une vie en sécurité. Or, il n'est pas possible de mener une existence normale entourée de gardes du corps. À Washington, au quartier général des Marshals, dans cet immeuble anonyme, une implacable machine administrative prend le relais. Les Marshals font disparaître le mafieux repenti de la surface de la Terre. Ils lui fabriquent une nouvelle vie, changent son identité. Il ne restera aucune trace de son passé. C'est l'activité la plus secrète du département de justice. Nous expliquons à ces personnes, aux témoins potentiels, que c'est un programme volontaire. C'est un programme de dernier recours. S'ils ont une autre alternative, ils doivent sérieusement la considérer. Le programme est très exigeant. Ce qu'on leur demande de faire n'est pas facile. On les installe dans un endroit qu'ils ne choisissent pas. On leur demande de changer leur nom, ce qui est très difficile. Et on leur demande de cesser tout contact et couper tous les ponts avec la famille et les amis. Et c'est extrêmement difficile. S'ils acceptent ce défi, volontairement, il leur donne l'opportunité de recommencer leur vie. Peu de gens se voient offrir une telle chance.
cette opportunité de tout recommencer, ça veut dire qu'à tous les points de vue, aussi longtemps qu'ils ne reprennent pas une activité criminelle, leur passé est oublié. John Telley avait été transféré à Austin au Texas, 3000 km le séparaient de son passé dans le New Jersey. C'était il y a 14 ans. En transit pour sa nouvelle ville, les Marshall l'avaient installé dans cet immeuble. Il y revient pour la première fois. Vous devez comprendre que lorsque je suis arrivé ici, John Telley, le criminel, était mort. Il n'allait plus jamais exister pour quelque raison que ce soit. Là, je suis devenu John Johnson, témoin protégé du gouvernement. Et ce que ça veut dire, c'est perdre tous les contacts, plus d'amis du passé, plus de contact avec la famille, avec votre frère, votre sœur, votre mère. Par exemple, quand ma mère est morte, je ne suis pas allé aux funérailles parce que c'était une période très dangereuse où la mafia se serait dit « Il doit revenir dans le New Jersey pour assister aux funérailles et c'est là qu'on va l'assassiner, le tuer. » Sachant ça, je n'ai même pas vu ma mère enterrée car c'était trop dangereux de retourner dans le New Jersey. C'était cette chambre-là. 203, c'était notre première cache. Quand vous venez d'arriver, les gens posent des questions. Quel est votre nom? D'où venez-vous? Et les Marshall ne m'avaient pas encore dit quoi raconter sur mon passé. Donc je ne savais pas quoi dire, donc j'ai préféré me taire complètement et rester à l'écart avec ma femme. Jusqu'à aujourd'hui, cela fait maintenant 14 ans, à Austin, je n'ai pas d'amis, je ne me suis jamais fait d'amis, personne ne vient chez moi. Je suis amical, mais je n'ai pas d'amis proches. John Johnson, de son nouveau nom, va durant 10 ans se fondre dans la population et devoir désormais exercer un travail honnête. À Austin, la 6e rue est le point de ralliement des noctambules. C'est ici, au milieu d'une foule d'étudiants insouciants, que John Johnson a ouvert un premier commerce ambulant de hot dogs. Il en possède 4 aujourd'hui. Le tueur est devenu un patron de PME. Tout va bien, combien de hot dogs te reste-t-il? Nettoie un peu et rajoute un peu de sauce sur les haricots. Quand j'étais en prison, la prison de Red Delhi, je me demandais quoi faire quand je serais libre. J'ai toujours été un voleur toute ma vie. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans dans les rues, je suis un gosse de la rue, un gars de la rue. Donc je ne savais rien faire d'autre. Une fois, j'ai cambriolé une banque et j'ai pris ma part du butin. J'ai acheté un chariot à hot dog à Newark, dans le New Jersey, et j'ai fait de l'argent avec. Donc quand j'étais en prison, j'y étais depuis 6 ans et demi, je me disais, encore un an à tirer, qu'est-ce que je vais faire? Je savais seulement faire 2 choses. Cirer les chaussures, ce que je faisais à l'âge de 8-10 ans, et vendre des hot dogs. Je ne savais rien de plus, car j'ai toujours été un voleur. C'est l'un des patrons les plus honnêtes que j'ai jamais eu. Il s'occupe bien de ses employés. Et vous connaissez son passé, qui il était, comment il est arrivé ici? Pas vraiment, juste ce que j'ai pu entendre ici ou là. Je ne sais pas vraiment. Je sais qu'il est du New Jersey, mais c'est tout.
Mais vous savez ce qu'il a fait? Pourquoi il vit ici, dans le Texas? Non. Il ne vous a jamais rien dit? En fait, c'est pas mes affaires. Vous ne voulez pas savoir? Non. Mais vous savez que c'est un ancien mafieux. Oui, ça je le sais. Mais je ne veux pas rentrer dans son passé. Je suis mal à l'aise avec ça. Okay, close that. That's the people coming. I go back and let me lock something in town. Lock it up. Lock it up good. Ce soir, j'ai fait 1100, 1200 $. Quand j'étais dans le racket, ce n'était pas beaucoup d'argent. Ce soir, le plus gros billet que j'ai eu, c'est un billet de 20 $. À l'époque, on se servait des billets de 20 $ pour se cirer les chaussures quand j'étais dans le racket. Maintenant, c'est fini, je mène une vie honnête. Je regrette l'argent. Je vivais mieux. Mais maintenant, j'ai une conscience plus tranquille. Je n'ai pas à m'en faire avec la police qui frappe à ma porte pour un vol ou le FBI qui me cavale derrière. Je préfère cette vie. Le mafieux au casier judiciaire aussi épais qu'un code pénal, le repenti qui a fait tomber les parrains du New Jersey, peut aujourd'hui pêcher son jardin presque en paix. Car avec le temps, le danger a diminué, mais John Johnson sait que la pieuvre représente toujours l'addition. Il a tout prévu autour de son pavillon, a priori comme les autres. Il a organisé sa sécurité seul et légalement. La loi ne m'autorise pas à porter une arme. La loi fédérale m'interdit de me protéger avec un revolver. Donc j'ai fait la meilleure des choses, j'ai 3 pitbulls sur mon terrain. Une double palissade partout. C'est aussi pour protéger les gens à l'extérieur, de façon à ce que les chiens ne sortent pas et n'attaquent personne. J'ai une double palissade et une dalle en ciment, donc les chiens ne peuvent pas passer dessous. Regardez ce ciment, il fait le tour de la propriété. Donc ils ne peuvent pas passer sous la palissade, ni au-dessus. Ah, c'est Butch là-bas. Allez vous présenter à Butch. Allez saluer Butch. Ces chiens, s'ils voient un étranger arriver ici, si vous venez sur ma propriété, vous n'en faites pas partie. Vous serez attaqué. C'est garanti. J'ai même une assurance pour ça. Officiellement, aucun des 6000 repentis n'a jamais été tué. Pour Gene Coon, couper tous les liens avec le passé est la clé de la réussite du programme de protection des témoins. Les repentis ne sont pas des experts en sécurité. Donc le plus gros problème est de les initier à ces règles de sécurité. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à couper les liens avec leur famille. Et nous savons que dans certains cas, les témoins n'ont pas respecté ces mesures et ont eu des contacts directs avec leur famille qui résident dans leur ville d'origine. Et durant leur conversation, ils ont révélé leur nouveau nom, leur nouvelle ville, parce qu'ils ne pouvaient pas se passer de ce contact direct. Mais heureusement, on a pu le savoir et découvrir que la mafia avait placé les lignes téléphoniques de ces familles sur écoute. C'est donc là notre principal problème. C'est bien grâce à cette vigilance des marshals qu'Henry Hill est encore vivant aujourd'hui. Il n'a jamais su se discipliner. Les tueurs de la mafia ont toujours retrouvé sa trace. En 16 ans, les marshals ont changé 4 fois son identité et l'ont transféré à 9 reprises d'un endroit à l'autre des États-Unis. La dernière fois, c'était ici, dans un coin de désert californien qui ne figure sur aucune carte. Henry Hill ne comprend toujours pas comment la mafia l'a retrouvé. Voilà le vieux ranch que j'avais avant de repartir. Un endroit très sûr, virtuellement impossible pour quelqu'un de me trouver ici. Même mes amis ne pouvaient pas me trouver.
Dans la journée, je pouvais voir une voiture s'approcher à plusieurs kilomètres. Et durant la nuit, jusqu'à 6 kilomètres. Je me sentais vraiment en sécurité ici. Même avec l'adresse, il leur était impossible de me trouver, même avec un hélicoptère. C'est un endroit que je regrette, c'était bien. Vous regrettez? Bien sûr que je regrette, mais avec l'existence que j'ai aujourd'hui, je dois toujours cavaler si je veux rester en vie. À 53 ans, Henry Hill traîne son existence de motel en motel. Sans travail régulier ni occupation précise, beaucoup de ses journées s'écoulent sans que rien ne se passe. Wooster's right. We'll take care of you two after we get the honey. Drugs alone are not magic pills. Unless you have a good support system with Mon sac de toilette, 2 t-shirts, quelques pantalons et puis c'est tout. Voilà avec quoi je vis. J'ai beaucoup de regrets, bien sûr. Mais je suis surtout heureux d'être en vie. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. La mafia me tenait d'un côté, la justice de l'autre. Je suis passé d'un bord à l'autre. Et vous savez, la police, la justice, ils sont pires que la mafia, ou du moins pareils qu'eux. Ce qu'ils m'ont fait, comment ils m'ont traité, comment ils me traitent aujourd'hui encore, moi et ma famille. Ils m'ont promis un jardin de roses. Je n'ai pas eu de jardin de roses. J'ai juste eu les épines des roses. Henry Hill reproche aujourd'hui au marshal de ne pas l'avoir préparé à devenir monsieur tout le monde. Il nous conduit dans la banlieue de Los Angeles dans un service des affaires familiales. Tous les 15 jours, il y retrouve sa dernière compagne et son fils, 7 ans, dont la garde lui a été retirée. So next week I'll bring it to you. Okay. Want to bring everything? On a été dans une longue procédure avec notre fils, car le juge a découvert, c'est incroyable, le juge a découvert son passé criminel et lui a retiré son autorité parentale en raison de son passé criminel. Et maintenant, c'est à moi de me battre, car je n'ai pas de casier judiciaire. Et j'attends qu'il reconnaisse ses torts, qu'il présente des excuses. Le résultat, je ne peux pas avoir mon fils à cause de ce que Henry est. Kelly a rencontré Henry dans sa nouvelle vie de repenti. Il lui a révélé son passé de mafieux et son vrai nom. Kelly a décidé malgré cela de vivre avec lui. Elle a alors dû, elle aussi, se plier aux contraintes qui garantissent la sécurité d'Henry. Vivre elle aussi dans une clandestinité officielle. Elle ne l'a pas supporté. Kelly et Henry sont aujourd'hui séparés. J'ai perdu contact avec ma famille. Je n'étais pas autorisée à leur parler. Je n'étais pas autorisée à leur écrire. J'étais aussi inquiète tous les jours pour mes enfants, car je devais les protéger quand ils allaient à l'école. Leur vie quotidienne ne pouvait pas être normale, car on ne savait jamais ce qui nous attendait. À tout moment, on pouvait reprendre la route. C'est très difficile. On a beaucoup changé le temps où on était ensemble. On a essayé d'être normaux. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ce mot « normal », je ne sais plus ce qu'il veut dire. Mais il est mon soleil et je l'aimerai toujours. John Johnson a été lui aussi rattrapé par son passé. La police du Texas, l'un des États les plus conservateurs d'Amérique, qui n'a que faire des décisions de Washington et du programme des repentis, a découvert que John Johnson fut un tueur professionnel. À Austin, où l'arrestation d'un pickpocket fait la une des journaux, la police le harcèle pour qu'il quitte la ville. Ils ont découvert que j'ai un passé criminel, que je suis un homme avec un passé. Et si vous avez été un criminel, ils pensent que vous serez toujours un criminel, que vous n'êtes pas capable de changer.
Mais John Johnson veut prouver qu'il a changé. Il a tout révélé de son passé en lui donnant une dimension publique. Bonjour, je m'appelle John Johnson, je suis candidat à la mairie. Je suis le seul candidat à faire campagne pour un contrôle exercé par des civils sur les forces de police. En sortant de l'anonymat, John Johnson a rompu le contrat passé avec les Marshals. Il sait qu'il n'a aucune chance d'être élu maire. Mais il mise sur cette nouvelle notoriété pour le garder en vie. C'est si bizarre, si étrange, car ce que j'ai fait va à l'encontre du programme de protection des témoins. Parce que la base fondamentale du programme, c'est le secret. Et il n'y a plus de secret. Je suis dehors, à la vue de tous. C'est tout ce que j'ai, la lumière, la presse pour me garder vivant. À 59 ans, l'ancien tueur n'a qu'un désir, être reconnu comme un honnête homme. Je voudrais quitter Austin et démarrer une nouvelle vie. Une véritable nouvelle vie et récupérer mon nom, John Tully. Voilà qui je suis. Je veux récupérer mon nom. Et quand je mourrai et que je serai enterré, je veux que sur la pierre tombale ne soit pas gravé John Johnson, mais John Tully. Il a fini sa vie comme un bon citoyen. Et un honnête homme. Et pourtant, comment l'Amérique pourrait-elle ne pas s'inquiéter? Les repentis sont des criminels, en liberté et protégés par l'État. Il y a 6000 repentis aux États-Unis, près de 10% d'entre eux récidivent. Au plus haut niveau de la lutte contre la criminalité organisée, on est conscient de ce risque. À New York, Ed McDonald, ancien responsable de la force de frappe anti-mafia à Brooklyn, lui, assume. Sans état d'âme. C'est un risque que vous prenez, c'est un pari, c'est un équilibre à trouver. Vous devez mesurer à quel point les informations sont bonnes et quel est le danger qu'il y a à les relâcher. S'ils n'étaient pas des criminels violents, le danger ne serait pas très important. Mais il l'est. Et des crimes peuvent être commis à l'autre bout des États-Unis. C'est un pari. Et souvent, on a relâché des criminels très violents. Sammy Gravano, qui a déjà témoigné, a commis 21 meurtres. Il n'est pas en prison, il est quelque part aux États-Unis, protégé par le programme de protection des témoins. C'est un tueur. Mais si le gouvernement prend le risque qu'il puisse récidiver dans le crime, c'est parce qu'il lui a donné une chance de refaire sa vie en échange de son témoignage. C'est un des risques que le gouvernement prend toujours. En Sicile, on est au-delà du risque. Jamais la mafia n'a subi autant de revers que depuis les révélations des repentis. Ils sont plus de 1200 aujourd'hui. Le commandant Marco Nanni dirige le GICO, groupe d'intervention contre la mafia de la garde des finances. Sa mission, traquer l'argent de la drogue blanchie et réinvesti dans l'économie. Son terrain, Palerme. Les repentis en ont révélé ses secrets. Chaque place, chaque rue, chaque carrefour est contrôlé par la mafia. Pour le commandant Nanni, on ne peut encore crier victoire. Il est impossible de dire que la mafia est détruite. Il est impossible de dire que la mafia est anéantie. La seule chose qu'on puisse affirmer aujourd'hui, c'est qu'elle a pris un sérieux coup, c'est vrai. Les repentis sont d'une très grande utilité pour la police. Mais les forces de l'ordre ne doivent pas se limiter à leur simple déclaration. La police doit tout vérifier sur tout le territoire et continuer à collaborer avec eux. Sous les yeux du commandant Nanni, des habitations construites en toute impunité par la mafia sur une colline qui abrite des vestiges archéologiques. Aucun permis de construire n'a jamais été délivré à cet endroit. À Palerme, le GICO confisque en moyenne par jour près de 3 millions de francs de biens immobiliers appartenant à la mafia. La garde des finances utilise des repentis d'un nouveau genre, on les appelle des repentis en col blanc. Ils permettent de prouver les investissements d'origine mafieuse. Cet homme était un expert comptable de la mafia. Aujourd'hui, sa vie a radicalement changé. Avant, j'étais un protagoniste. Mais du mauvais côté. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui essaie de survivre.
rien de plus. J'espère trouver un travail modeste et donner une certaine tranquillité à ma famille et ne plus avoir de problèmes. Je cherche une voie plus sereine, loin de toute cette violence. Je ne veux plus avoir de remords. Ce repenti vit sous un nouveau nom quelque part en Italie. Lorsqu'il revient à Palerme pour aider la justice, il est protégé en permanence. Le moindre déplacement s'effectue en voiture blindée. Passé les grilles de cette caserne, la mafia peut frapper partout et à tout moment. Nous transportons un collaborateur de justice qui doit se rendre au tribunal pour témoigner. Notre dispositif de sécurité utilise une première voiture qui ouvre la route à celle dans laquelle nous nous trouvons. On fait ces transferts par surprise et on les fait durer le moins longtemps possible, ce qui explique notre vitesse. Avant de me décider à collaborer avec la justice, je considérais les forces de l'ordre comme de la poudre aux yeux. Et la garde des finances? Et la garde des finances en particulier. Mais depuis un an que je suis dans la partie, je dois reconnaître que ces hommes, ceux qui veillent sur moi, notamment dans des moments comme celui-là, eh bien, je peux dire qu'ils font le maximum pour me rendre la vie meilleure et la plus sereine possible. C'est quoi cette histoire qu'on raconte? Que tu fais ton testament à chaque fois que tu vas témoigner? Ma femme a toujours peur quand je dois revenir en Sicile pour témoigner. Elle a peur que quelque chose de grave m'arrive, donc elle est toujours inquiète. En s'engageant dans cette voie rapide, nous avons dû éteindre nos caméras. Le reste de l'itinéraire qui conduit au tribunal ne peut être filmé. Le tribunal, un bunker qui marque la puissance de l'État au cœur de la ville infidèle. C'est l'armée qui en assure la sécurité. Ici, l'état de guerre contre la mafia prend toute sa dimension. Comme les repentis qu'il interroge et entend dans ses dossiers contre la mafia, cet homme, le juge Scarpinato, procureur du pool anti-mafia, est lui aussi protégé en permanence. Les Italiens appellent ça la vie blindée. Là encore, notre caméra ne peut le suivre jusqu'à son bureau. Son emplacement est tenu secret. Quand un mafieux décide de collaborer, alors qu'il a vécu toute sa vie à l'intérieur de l'organisation, il ne se limite pas à raconter un meurtre ou un trafic de drogue. Il raconte comment est composée l'organisation. Il devient alors une mine à la dérive pour la mafia, qui perd la sécurité liée à son secret. On a des dizaines de collaborateurs qui ont éclairé des dizaines et des dizaines de meurtres. Pour l'organisation, le mafieux qui devient collaborateur de justice fait l'effet d'un virus mutant qui va entièrement la désarticuler. Sans les collaborateurs de justice, je pense que ni en Italie ni dans aucun autre pays, on ne peut lutter efficacement contre la mafia. Cela fait maintenant 8 ans que je n'ai plus la possibilité de vivre normalement. Mais des dizaines de personnes, des dizaines de collègues comme Falcone,
comme Borsellino, et beaucoup d'autres sont morts dans ce travail. Partir serait trahir leur mémoire et reconnaître que tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien. Tant que cette partie ne sera pas finie, je ne partirai pas. Grâce aux repentis, cette partie est désormais gagnable. Et la mafia ne s'y est pas trompée lorsque le 23 mai 1992, 1 tonne d'explosifs transforme Palerme en Beyrouth. La cible de l'initiateur des repentis, le juge Falcone. Cet homme se souvient de ce carnage et de la joie qu'il a provoqué dans la mafia. C'est un ancien mafieux, aujourd'hui repenti. J'ai découvert que ma famille était impliquée dans le massacre de Capaci, mais je ne sais pas exactement à quel niveau. Parce que lorsque mon beau-père est rentré à la maison, il était ivre. Il était particulièrement excité par la nouvelle de... Il m'a alors dit que le juge était encore vivant, et puis soudain on l'a appelé sur son téléphone portable, et là on lui a annoncé qu'il était mort. Il a alors laissé éclater sa joie, et il m'a dit... On a eu de la chance parce que ce bâtard était encore vivant. Et il a alors sorti le champagne pour qu'on trinque. Nous avons rencontré ce repenti quelque part en Italie. Nous ne pouvons révéler sa nouvelle identité. Pour nous, il se fait appeler Gianni. Il a accepté de témoigner car il a tout perdu. Son identité passée, ses amis, mais surtout sa famille la plus proche. Mon frère m'a renié par téléphone. Il m'a dit que je ferais mieux de penser à ma famille et de m'occuper de mes affaires. Ma femme, je préfère ne pas en parler. En devenant collaborateur, à ses yeux, je suis mort. Mort aussi pour mon fils. Il m'a dit en quelques mots qu'il n'avait plus de père. Alors je lui ai dit, « Qu'est-ce que je dois penser, Francesco? Que je n'ai plus de fils ?» Il m'a répondu, « Je ne sais pas. » Je lui ai dit, « Tu veux me voir ?» Non. Je lui ai dit que j'allais venir. Il m'a répondu non. Et puis il m'a dit, c'était le jour de son anniversaire, qu'il n'avait plus de père. Car aux yeux de ma famille, j'ai trahi. Je suis un infâme. Aujourd'hui, Gianni n'a plus aucune nouvelle de son fils. Son cas n'est pas isolé, beaucoup de repentis siciliens sont reniés par leur propre famille. Nous avons voulu rencontrer l'une d'elles, celle du repenti Scarantino, impliqué dans le meurtre d'un juge. Pour trouver la famille Scarantino, nous avons dû nous enfoncer dans un quartier historique de la mafia, à Palerme. Notre caméra tourne en cachette, et voici la nièce du repenti. Bonjour, nous cherchons la famille Scarantino. Scarantino, c'est ici. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un infâme. Ils lui ont fait une tête comme ça à mon oncle, pour qu'il parle. Et ils lui ont dit, tu te prends 18 ans ou tu collabores. Et tu auras même droit à un salaire. Alors avec tout ça, ce pauvre mec, il a collaboré. Mais pourquoi c'est un infâme? C'est un infâme. Comme tous les repentis, c'est un infâme. Derrière sa fenêtre, la mère du repenti. Elle nous appelle, elle aussi renie son fils, elle ne veut plus le voir. Je leur ai dit que les juges, la police, ils ont tout fait pour le faire parler. C'est un repenti. C'est un infâme. Je ne veux même pas savoir où il est. C'est un infâme. Des paroles aux actes, le pas est vite franchi. Dans ce document, un mafieux fait filmer ses confessions en vue de son repentir. On frappe à la porte, et c'est son propre frère qui la bat. Franchement, je ne dors plus, je souffre d'insomnie. Je pense toujours, s'ils sonnent à la porte, qu'ils me trouvent dans les escaliers, qu'ils me croisent au supermarché ou dans la rue. Je rêve toujours que je suis en train de m'enfuir devant mes ennemis. Ça veut dire quoi? Je m'échappe parce que je suis collaborateur. Je ne suis rien. Je ne suis plus rien aujourd'hui. Je n'ai plus aucune tranquillité. Et je le répète, je ne serai jamais tranquille.
Gianni limite ses sorties au maximum, fait en sorte de ne parler à personne. Après avoir tout perdu, il a commis une faute impardonnable aux yeux de la justice. Il a menti et il a accusé un innocent. Aujourd'hui, il risque de perdre son statut de repenti et la protection des autorités si la mafia le retrouve. Son destin relève de la chance. Je ne suis pas là en train de me plaindre parce que les choses ne vont pas. Je me plains par rapport à mon futur, parce que je n'ai pas d'avenir. Je ne veux pas être pessimiste, mais pour moi, si les choses continuent comme ça, c'est la mort assurée. Mais la justice est intransigeante face aux déclarations des repentis. Leurs accusations sont lourdes de conséquences. Le jour de notre passage, la garde des finances a arrêté 42 personnes à cause des déclarations d'un seul repenti. La rafle s'est déroulée au milieu de la nuit. Les familles attendent devant les grilles. La haine et le désespoir ne se cachent plus face à l'autorité d'une justice qui n'a jamais été aussi affirmée. Mais la machine a dérapé. Certains magistrats sont allés trop loin dans leur désir de vérité. Ils ont accepté de payer des sommes très importantes à des mafieux en échange de leur confession. Et le scandale est arrivé par cette femme. Cette mère de famille, Tina Montinaro, se contente d'une pension de veuve pour élever ses enfants. Son mari était un homme d'escorte du juge Falcone. Il est mort à ses côtés. Aujourd'hui, elle attaque la dérive du système des repentis, le prix de la vérité. Lorsque j'ai lu dans le journal que Balduccio Di Maggio a reçu 500 millions de lire pour devenir collaborateur de justice, je me suis sentie très mal. Ça m'a fait l'effet d'une bombe dans l'estomac. J'ai été atteinte dans ma dignité. Est-il juste que par rapport à celui qui a donné sa vie pour l'État, celui qui l'a massacré puisse prendre autant d'argent? Alors ça en valait la peine? Est-ce que c'est juste une chose pareille? Est-ce que c'est juste? Tina Montinaro ne s'est pas arrêtée à l'argent. Elle attaque directement ce système des repentis qui permet à des mafieux d'être au-dessus des lois. Non, je dis que non. Je ne pense pas que la mort de mon mari ait servi à quelque chose. Parce que les assassins d'Antonio sont libres. Non seulement ils ne sont pas punis, mais en plus on les a presque remerciés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça a servi toute cette souffrance? Est-ce que ça en valait la peine? La réaction de Tina Montinaro a provoqué une tempête en Italie. Rome a dû s'expliquer. Gian Nicola Sinisi préside la commission secrète qui statue sur les repentis. Je me rends bien compte qu'il puisse paraître socialement inacceptable qu'une personne qui a commis un crime terrible n'ait pas à purger une peine pour ce crime et qu'elle ne soit même pas emprisonnée pour cela. Mais c'est un choix à faire. Et nous avons fait ce choix des collaborateurs de justice pour arrêter les commanditaires et les auteurs directs de ces massacres. Aujourd'hui, ces personnes répondent de leurs crimes devant des tribunaux. Et ce choix, nous l'avons fait aussi pour les générations futures. Pour Francesco Scarpinato, le juge, ces polémiques ne sont pas dues au hasard. Les secrets que livrent les repentis aujourd'hui touchent au mystère de l'Italie contemporaine.
À partir de 91 et 93, les collaborateurs de justice sont passés à un stade supérieur dans leurs déclarations et ont révélé les relations de Cosa Nostra avec la politique, de Cosa Nostra avec la franc-maçonnerie, de Cosa Nostra avec les services secrets. Et ce n'est pas un hasard qu'une campagne généralisée pour les décrédibiliser a été engagée contre eux, car ils ont touché un point brûlant de l'organisation mafieuse. Francesco Scarpinato est au cœur du cyclone qui, depuis septembre 1995, secoue l'Italie. Giulio Andreotti, le patron de la démocratie chrétienne, le politicien le plus puissant du pays, est inculpé d'associations mafieuses. Il a côtoyé les plus grands de ce monde. Mais aujourd'hui, il est face à des mafieux repentis qui l'accusent, et parmi eux, l'inévitable Buscetta. Uno è l'attuale senatore a vita Giulio Andreotti e l'altro era Salvo Lima. I cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici? Sì. Di chi? Mi parlarono di Andreotti. À la veille de l'an 2000, les repentis permettent à l'Italie d'éclaircir les pages les plus sombres de son histoire. Mais tant que les repentis n'auront pas fini d'étaler les mystères de la puissance de Cosa Nostra, un homme ne pourra reposer en paix. Sa tombe est la seule au monde à être protégée 24 heures sur 24, 365 jours par an. La tombe du juge Falcone, celui par qui tout est arrivé.